que nous nous posons ce matin est que certainement vous l'avez appris, hier, il y a eu un coup de force au Niger. Vous vous rappelez très récemment, le président nigérian a eu une altercation avec celui du Mali, surtout le Premier ministre Sogel Maïga et celui qui est juste venu après Sogel Maïga. Il y a eu des coups d'entretien, d'échange, des pics, de par-ci par-là, qui se moquaient de la transition malienne. Mais hier, il a été aussi déposé au Niger. Et ce qui a poussé la CEDEAO à durcir le ton. La véritable question que nous nous posons aujourd'hui, l'institution sous-régionale n'est-il pas aujourd'hui face au défi des putschs, parce que la fièvre des coups d'État n'a pas cessé de sévir en Afrique de l'Ouest. Pour parler de ce sujet, je vais me tourner vers vous, Alpha, pour comprendre un peu l'ossature aujourd'hui de la question de coup d'État dans la sous-région. Dans la sous-région ouest-africaine, vraiment, le problème des coups d'État est devenu quelque chose de préoccupant, bien que la CEDEAO s'est érigée en une institution qui ne veut jamais entendre parler de coups d'État. Mais il faut rappeler qu'en Afrique de l'Ouest, surtout dans la sous-région ouest-africaine, sur les 16 pays membres au départ, je pense qu'il n'y a que 2 pays qui n'ont pas enregistré de coup d'État, ce qui veut dire le Sénégal et le Cap-Vert. Sinon, tous les autres États, il y a eu des coups d'État. Commençons par la Guinée, le Togo, le Mali, le Burkina, ainsi de suite. Ouais. Niger, maintenant venons-en au Niger. Il faut rappeler que le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a accédé à son indépendance le 3 août 1960. C'est le plus vaste pays d'ailleurs. Voilà, en matière de superficie, ainsi de suite, qui a accédé à son indépendance le 3 août 1960. Et il y a eu 4 coups d'État. Ce que vous avez vu, c'est un record vraiment dans la sous-région. Peut-être on peut parler du Burkina, ainsi de suite. Mais 4 coups d'État, quand même, c'est trop. Et plusieurs tentatives de coups d'État. Plusieurs tentatives de coup d'État. Le premier président, Amani Diouari, je pense que je prononce bien son nom, il a été déposé en 1974. Vous avez vu, vraiment, les coups d'État ont commencé très tôt, 14 ans juste après l'indépendance de ce pays. Et ça a continué comme ça. En 2010, vous avez vu Salou Djibo qui a déposé Mamadou Tanja. Et en 2021, lorsque Mamadou Youssoufou a organisé les élections libres et transparentes, dit-on, et ce monsieur est venu, Bazoum. Il est venu au pouvoir avant même sa prise de fonction. Il y avait eu des tentatives, une tentative de coup d'État, ce qui a vite accéléré le processus pour l'installation de ce président. Et jusqu'à hier, tout allait bien, mais hier on a vu vraiment, on nous disait que c'est la garde présidentielle qui était mécontente, qui réclamait une amélioration des conditions de vie et de travail. Mais finalement c'est parti trop vite dans la soirée. Il y a eu d'ailleurs avant, pendant la journée, des négociations. Même l'ancien président Mamadou Youssoufou avait entamé des négociations. Une mission de la CEDEAO avait été envoyée, qui était conduite, une mission conduite par je crois bien le Béninois, mais ça n'a pas marché. Voilà, Patrice Talon. Ce qui n'a pas marché, c'est quelque chose qui est vraiment inconcevable, qui est très difficile à gérer au sein de l'organisation sous-régionale. On se rappelle, ça ne fait même pas 2 semaines, lors de la 63e conférence des chefs d'État de la CEDEAO, lorsque le Nigérian Bola
Tinubu a pris les rênes, la présidence. Effectivement, Embalo a tournante, transféré le flambeau. Il avait tenu un discours martial en disant qu'il est inconcevable qu'on paye ces militaires, qu'on achète leurs bottes, qu'on achète leurs tenues et encore leurs armes. En retour, ils braquent leurs armes contre nous civils. Il avait tenu un discours martial. Mais est-ce que c'est un test pour lui dans l'espace de 3 ans, 4 coups d'État dans la sous-région, ce qui veut dire que l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone instable, là où les coups d'État règnent à maître absolu. On pensait à un certain moment que l'Afrique de l'Ouest était devenue un très bel exemple dans l'ancrage démocratique, mais ce qui est loin. Regardez le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, ou encore, on se pose la question, moi je me demande, est-ce que la CEDEAO sera en mesure de gérer ces 4 crises dans la sous-région au même moment? Est-ce que Bola Tinubu sera en mesure de répliquer directement pour montrer vraiment que son discours martial à Bissau est quelque chose une réalité chez lui? Mais ça ne sera pas possible parce qu'il n'a pas les coups de frange. Pourquoi? À qui il peut compter? Macky Sall vient de faire un rétropédalage. Vous avez vu lui-même, certainement, bon, peut-être entre guillemets, il voulait un 3e mandat. Mais à qui il faut s'appuyer? Peut-être aux Ivoiriens? Non, il ne peut pas. Alassane Ouattara, il n'a plus de légitimité dans la sous-région. Peut-être en Côte d'Ivoire, oui. Maintenant, peut-être avec le Ghanéen, mais lui seul, 2 États ou bien quelques États. En tout cas, sur les 14 de la CEDEAO, il y a 4 coups d'État. Est-ce que ce n'est plus maintenant les coups d'État, les coups de force qui sont vraiment de l'actualité dans la sous-région? En tout cas, Emmanuel, on est quand même en train d'assister à un phénomène qui devient un phénomène largement répandu, de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Est-ce que la logique des putschs et des coups d'État ne va pas effectivement transformer la valeur ajoutée de cette institution dans la sous-région? Déjà, il faudrait noter que ça ne sera même pas le dernier. Ça, c'est une prédiction que je fais déjà. Non, arrête. Je suis très Faut sérieux. Pas être un prophète je suis de très malheur. sérieux. C'est pas un prophète de malheur, je suis désolé. Sérieux. Ah non. Il Ça ne analyse. le mauvais. Mais laisse-moi Non, mais finir. Alpha, il C'est pas mes analyse. souhaits qui le font. Je suis en train de te dire quelque chose. L'analyse, en fait. Je pense que je l'avais dit dans ce studio. Arrêtez. Quand Tinubu a parlé, j'ai dit les déclarations, c'est bien beau. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui va empêcher les putschistes de continuer à le faire. Ça, c'est évident. Et aussitôt, je l'avais dit il n'y a pas longtemps, on n'a même pas 2 semaines de la chose, on a un coup d'État. Et il faut savoir que quand le coup d'État commence, ça devient tendancieux. Ça devient un phénomène c'est une mode en fait. Viral. Ça devient très viral et ça devient une mode aujourd'hui. C'est devenu trop facile les coups d'État. Très très facile. On se lève un beau matin, on se plaint d'un petit problème de gouvernance et aussitôt on légitime les coups d'État. Au début, on était là à penser que c'était les 3e mandats qui devaient légitimer un coup d'État. Ici, ça s'est passé, on a dit c'est un 3e mandat. Au Mali, on a tenté de dire tout ce qu'on voulait. Mais là, on parle du Niger, quand même un président qui vient d'être élu. Il n'a même pas pris les bases d'abord de son commandement. Et aussitôt, on est en train... Non. Je peux continuer? Il y a combien d'années de présidence là? Je peux continuer? Son mandat n'était pas fini. Je pense non, quand tu dis qu'il n'a pas posé les bases de sa présidence là, 2021. D'autant plus qu'il est 2020, c'est ce que je dis, 2021. Il est même issu du parti. On parle de 2021 quand même, mais Odilon, s'il te plaît, laisse-moi continuer. On parle de 2021. On parle de 2021. Il ne faut pas soutenir les coups d'État quand même, Odilon. Tu es d'accord avec moi que c'est 2021, oui ou non? Je peux continuer. D'accord, tu peux ne pas soutenir, laisse-moi continuer mon analyse. Donc je disais que nous sommes dans un état où le gars il est là juste depuis 2021, nous sommes en 2023. On assiste tout de suite à un coup d'État. 2021 à 2023. Aujourd'hui, c'est tellement facile de légitimer un coup d'État. On se sert juste des petites émanations du peuple. Dans tous les États, il y a des crises forcément. Mais est-ce que les États occidentaux, pour autant qu'il y ait une crise, on assiste aussitôt à un coup d'État? Non. Par exemple, les crises, justement, les crises ne devaient pas justifier aussitôt un coup d'État. Mais aujourd'hui, nous avons une armée qui justifie trop vite les coups d'État par les crises internes. Et parfois même, ce ne sont même pas ces crises qui ont amené des coups d'État. Ce sont des velléités personnelles d'accéder au pouvoir qui amènent ces coups d'État. Ce qui m'amène à citer même Thomas Sankara qui disait
disait qu'un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel. Il faut noter aujourd'hui que la plupart des armées aujourd'hui ne sont plus des armées républicaines. On se sert aujourd'hui de prétexte pour faire des coups d'État. Aussitôt qu'il y a un malentendu, on se sert pour faire des coups d'État. C'est inopportun. Moi, je dis aujourd'hui, la même efficacité que nos armées ont à faire des coups d'État, s'ils avaient la même efficacité à lutter contre le terrorisme, je pense qu'on ne serait pas là. C'est des armées aujourd'hui qui se lèvent plus facilement contre des présidents que contre des terroristes. Ouais. Aujourd'hui, quand vous prenez cette zone, elle n'avait pas besoin de coups d'État. C'est une zone en proie avec le djihadisme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces États où il y a eu des coups d'État qui sont dans le terrorisme, vous avez remarqué que ça n'a pas endigué le phénomène. Au début, ça a empiré. Des coups d'État, pas à l'exception du coup d'État de la République de Guinée, les gens effectivement trop pour argument de dire que l'État est envahi, il faut défendre la patrie, il faut faire ça à le Mali, le Burkina. Lorsqu'on analyse cette défense de patrie dont il parle, c'est une bonne excuse, hein, cette défense de patrie. Voilà. Mais aujourd'hui, depuis que ces militaires sont au pouvoir, concrètement, est-ce que ça a arrêté les attaques? Ça n'a pas changé. Prenez le Burkina Faso. Il y a plus de morts actuellement au Burkina Faso par terroristes qu'il y en avait que quand il y avait le président. Pourquoi il n'arrive pas à endiguer le phénomène? Quand vous prenez le Mali, c'est pas pour autant que le terrorisme a cessé. Vous vous rappelez pendant les élections pour la Constitution, même quand ils devaient voter la Constitution, il y a eu des zones qui n'ont pas pu voter parce qu'ils étaient en proie avec le terrorisme, ils étaient terrorisés. S'ils ont dit que c'est parce que l'armée connaît mieux ses problèmes, l'armée peut mieux lutter, aujourd'hui que cette armée est encore là-bas, il n'y a pas de solution. C'est que quelque part, ils nous ont vendu du rêve et il faudrait que nos armées soient sur les fronts, pas tout le temps dans les palais présidentiels. C'est vrai, on peut attirer l'attention des autorités, mais il faut qu'on prenne des coups pour ces militaires. Il faut rappeler que d'ailleurs au Niger, l'un d'eux avait tenté un coup d'État, il a fini avec la justice après le coup d'État manqué. Moi je pense qu'aujourd'hui Tinubu a l'occasion peut-être de faire regretter les coups d'État, de hausser le ton, de durcir les mesures. A-t-il les moyens? Les moyens sont là. Pour le cas du Niger, je te dirais qu'il y a les moyens. Déjà, il faut rappeler que le Niger est un partenaire privilégié de beaucoup de pays occidentaux. Et même l'Amérique. Et l'Amérique même avait prévu de décaisser des fonds, tout récemment d'ailleurs, pour le Niger, pour soutenir le Niger dans son développement, pays désertique, pays avec des problèmes climatiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent et on sait tous que quand il y a un coup d'État, c'est un recul en termes d'investissement, en termes d'actions menées concrètes. Donc si ça continue, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de contrôle. Si les militaires prennent les armes, qui va libérer le pays des armes des militaires? Si les militaires prennent les armes, qui va libérer le pays? Nous marquons une coupe. Il faut rappeler aussi par ricochet qu'il y a un problème au niveau de la communauté internationale, c'est celui de la gestion des coups d'État. Ils ne gèrent pas les coups d'État de la même manière. Ce qui rend compliqué, on ne peut pas accepter un coup d'État dans un certain pays et le condamner dans un autre et accepter que ces personnes ne le considèrent pas comme inégalitaire. Quand vous prenez par exemple le cas du Tchad, on a eu ce problème avec le Tchad où le coup d'État est clairement passé sous silence. Le père qui tombe au combat, aussitôt le fils prend le pouvoir. Il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu la communauté internationale même, parmi laquelle la France a carrément légitimé le coup d'État aussitôt. Ils ne se sont pas offusqués du coup d'État comme ils s'offusquent des autres coups d'État. Et quand c'est comme ça, quand on fait du 2 poids 2 mesures pendant les coups d'État, ça donne forcément envie aux autres de tenter les coups d'État. Et là, je n'aimerais pas en ce moment être à la place des présidents ouest-africains. Il reste à savoir comment ils dorment en ce moment, parce que chaque fois, c'est toujours la garde présidentielle, ceux sur qui tu comptes pour ta propre sécurité, qui viennent faire des coups d'État. En ce moment, c'est très difficile pour les présidents de se retrouver en sécurité dans leur entourage et il reste à voir comment ça va se passer, les liens entre l'armée et la population déjà, entre l'armée et les dirigeants, parce que ça ne donne pas de bonne image. Vous avez un budget où vous appuyez une armée en dotation militaire, en dotation de tenue, et cette même armée prend les mêmes armes contre toi. Encore une fois, je dis que ça devient trop facile cette manière de justifier les coups d'État. Le Niger n'en avait pas besoin. On ne peut pas se lever un beau matin, on justifie un coup d'État juste par un problème interne. Tous les États ont des problèmes internes, juste par une non-subvention militaire. Je pense qu'il y a la hiérarchie militaire aujourd'hui qui se bat mieux pour demander des financements, de l'accompagnement, et ces pays sont même accompagnés par des institutions internationales qui mettent à disposition des moyens et des financements dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Donc on ne peut pas se lever. Et comme je le disais avant la pause, beaucoup d'États aujourd'hui ont fait des coups d'État. Ils avaient miroité que c'est parce que les présidents ne prenaient pas au sérieux la question sécuritaire, mais depuis qu'ils sont aux commandes, ça n'a rien changé. Il y a certains États même où ça s'est empiré. Donc il faut se poser les questions sur les réelles motivations aujourd'hui des putschistes.
Ils défendent parfois que c'est le peuple, mais là, on n'est pas avec le peuple forcément. On a des motivations personnelles. Ça peut s'expliquer pour le fait que le civil a plus apporté de la négociation et donc les djihadistes sont généralement calmes parce qu'il y a des pourparlers de négociations qui sont effectivement signés entre les belligérants et ces chefs d'État. Par contre, les militaires, ils sont dans une autre optique. Non, on ne va pas négocier avec vous. Vous dégagez de notre territoire. Est-ce que c'est pas ce qui enflamme et qui apporte encore plus de cas de violence dans non, parce que même les grandes puissances comme les États-Unis font des négociations. Même les grandes puissances aujourd'hui, ils invitent à des pourparlers. Il y a des rébellions, il y a des pays qui ont connu des rébellions comme la Colombie, le Mexique, où on invitait les protagonistes. Le Soudan, on invite les protagonistes. Dans beaucoup de pays, ça fait partie. Parfois, quand les rebelles sont à un certain niveau, ils ont un certain positionnement, ils ont un certain poids. Même en Libye, on l'a vu. On invite les différentes parties à négocier pour trouver des compromis parce que chacun revendique plus ou moins une certaine volonté de récupérer un certain territoire. Même avec les terroristes, aujourd'hui, vous avez des ententes, des assises, des négociations même. On a vu le Nigeria quand des lycéennes avaient été kidnappées. Partout, ça arrive que parfois, on négocie parce que le plus important c'est de sauver des vies, qu'on négocie justement. Aujourd'hui ils ont, d'accord, les civils négocient, les militaires c'est plus dans le combat, mais aujourd'hui ça ne se justifie pas. Malgré tout ils sont dans le combat mais on ne voit pas de résultats probants. Peut-être même qu'il fallait aller de manière plus pacifique, plus dans les négociations que d'aller directement dans les manières tendancieuses à combattre. Aujourd'hui, le combat il est engagé contre le djihadisme, mais aujourd'hui, on peine à le gagner parce que ce que les gens oublient, c'est que ce combat il se mène de manière collégiale entre les forces armées, les institutions internationales, les gouvernants eux-mêmes, et c'est un combat de réflexion commune. C'est pas la stratégie militaire seulement qui va l'emporter sur le terrorisme. Derrière la stratégie militaire, il y a une stratégie politique qui pourrait aider à remporter le combat contre le terrorisme. Effectivement. Donc, Pierre, on a quand même assiste à cette fièvre des coups d'État. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers une alliance des chefs d'État militaires en Afrique de l'Ouest qui sera difficile quand même d'être détrôné? Bien sûr, en parlant de coup d'État, à un moment donné, il faut même qu'on s'interroge sur les motivations de ces putschistes-là. Parfois, on aime dire que ce sont des mandats de trop, mais du côté du Niger, vraiment, Tamba l'a rappelé tout à l'heure, on ne voit pas forcément une motivation réelle qui tape à l'œil. On dit que c'est la détérioration de la situation militaire, ou on dit que c'est des problèmes socio-économiques. Ça, tous les problèmes tous les États ont ces problèmes-là. Mais l'aspect que je voudrais apporter ou critiquer, c'est surtout l'attitude de la CEDEAO. Chaque fois qu'il y a coup d'État, on fait un communiqué, on condamne le coup d'État. Mais ça ne se limite qu'à ça, parce que vous savez qu'en droit international, ce ne sont que des catalogues de courtoisie. On ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes des États. Il revient à ces États-là de prendre leur destin en main et de s'en sortir. Parfois, ces coups d'État, on aime dire c'est le peuple. On dit que bon, on pourrait passer par l'Assemblée s'il y a une démocratie normale, mais on sait qu'en Afrique, généralement, ce n'est pas le cas. L'Assemblée, le président qui est là, il est majoritairement représenté à l'Assemblée. On peut aussi dire qu'on peut attendre lors de la prochaine élection pour le destituer, mais généralement aussi, on sait comment les élections se passent. Donc, le peuple n'a que l'armée comme bras armé pour détrôner un président et porter à haut ses réclamations. Donc, si c'est l'armée qui doit porter ces réclamations-là, il faudrait que quelque part, que cette armée-là soit en harmonie avec le peuple. Donc, comme ce fut le cas au Mali. Au Mali. Donc, et même en République de Guinée. Comme en République de Guinée. Mais le Mali, l'armée est décriée maintenant. Si le peuple conçoit ce coup d'État, c'est que quelque part, le peuple en avait marre. C'est que le peuple est d'accord avec. Sauf que là-bas, les gens sont sortis. Les gens sont sortis et il y a eu des tirs pour les chasser. Contrairement à la Guinée, les gens ne sont pas sortis. J'ai vu des images, des gens sont sortis. Il faut rappeler que lorsqu'on est au pouvoir, on a certainement des pros. On a vu également même le cas Kassori en Guinée, lorsqu'on l'avait mis en prison. Des jeunes de son quartier sont sortis également. Non, c'était pas pareil. Donc, non, c'était pas pareil. La mobilisation n'était pas la même. Lorsqu'on est président, généralement, on a quand même des gens qu'on nourrit, des gens qui sont... On a des pros, effectivement. Même si on ne travaille pas, ils sont avec nous. Ouais. Et même si on a vu des images, ceux qui sont sortis, ils ne dépassent pas plus de 500 personnes. Moi, j'ai vu des images. Mais le problème... Il faut le rappeler. Est-ce que le peuple, dans sa globalité, apprécie ce coup d'État? Dans ce cadre-là, on peut dire que... Derrière le peuple, justement, commettre leur forfaiture. Parce que si le peuple se lève aujourd'hui et dit
bon, on n'est pas d'accord avec ce coup d'État, tout le peuple se lève comme un seul homme, je pense que tout le monde va voir plus clair dans cette affaire. Lorsqu'on réfléchit effectivement dans cette logique, il est quand même important de rappeler ce qu'il est en train de dire, c'est extrêmement important parce que le peuple est... Tout le monde s'abrite derrière le peuple. Mais le peuple a une voix. Le peuple a effectivement... La voix du peuple. Alors, Odilon, dans pareille circonstance, la voix du peuple, c'est vrai que ça compte. Non. La Guinée, ça a été un exemple, parce que ça s'est passé au vu au sud de tout le monde ici en Guinée, où lorsque le colonel Mamadi Doumbouya a déposé l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre, on a vu des liesses de foule, mais malades, sur presque partout où le président c'est les mêmes liesses là qui sortaient quand Alpha aussi passait et tout. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'à un certain moment, le peuple n'est pas comme l'instrument utilisé pour valider effectivement ces coups d'État dans ces États. Derrière ça, le peuple, est-ce qu'il est l'instrument utilisé pour valider les coups d'État dans nos États? Une très bonne question qu'on se pose ce matin. Mais avant, il faut rappeler que l'Afrique de l'Ouest, nous le constatons, c'est un fait, est devenu le spectre des coups d'État. Ce qui est vraiment menaçant pour la sécurité des peuples ouest-africains. Ceci m'amène à me poser assez de questions. Le renforcement de nos armées aujourd'hui avec la construction des armées d'élite, est-ce un risque? C'est un problème. C'est un problème. Première question que moi, personnellement, ne te pose même pas. Il faut affirmer. Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une sorte de fragilisation des gouvernements civils, mais aussi de la CEDEAO? Force spéciale, force spéciale. Pas forcément. Il faut former l'armée. Est-ce que réellement les revenus qui sont engrangés sur les richesses de ces États-là sont justement répartis? Parce que je peux comprendre qu'on me dise que oui, on a déposé un gouvernement civil parce qu'il a tenté un troisième, un mandat de plus. Les militaires ont pris du goût. Je peux comprendre, mais le cas Bazoum quand même, je n'arrive pas à comprendre. Depuis hier, je n'arrive pas à comprendre. Le monsieur qui a son premier mandat, justifie cela. Après, il y a des problèmes partout. Et puis il y a 2 ans, 2 ans de mandat, mais pas forcément. Comme le dit Nada Soussou, quand Saki Kolara ont été cuits. Voilà. Donc il y a des problèmes partout. Sauf que chaque État trouve des moyens pour gérer ces problèmes. Donc, Simon Pierre évoquait un peu la position des peuples africains qui sont utilisés pour valider par l'armée pour valider les coups d'État. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Mais parce que ce qu'il rappelle est effectivement censé. On ne peut pas revendiquer la démocratie. Au Niger, par exemple, on n'a pas eu plus de 1000 ou 2000 personnes dans les rues. On a des millions de Nigérians. On ne peut pas revendiquer la démocratie et nous dédire. En matière démocratique, on voudrait bien accéder au pouvoir par la voie des urnes. Mais on peut aussi, il y a ce qu'on appelle en droit ou en politique le vote sanction. En tout cas, c'est l'idée qu'on nous a vendue et qu'on est en train d'appliquer. Vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement. Attendez la fin de son mandat et le sanctionner. Je pense que cela, c'est la voie démocratique la meilleure qui permette au peuple vraiment de sanctionner les États. La dernière chose aujourd'hui, autour de laquelle je me questionne, les élections en Afrique quand même. Il faut vraiment aujourd'hui que les législateurs africains se penchent sur la place de l'armée à la magistrature suprême. Parce qu'après, ce sont les citoyens de ces États-là. Qu'il ne leur soit pas interdit d'accéder au pouvoir, à la présidence, mais que des conditions soient définies. Si toi, militaire, attention. Parce que si nous ne réfléchissons pas sur la place que les armées africaines pourraient avoir dans la gestion de la chose publique dans nos États, nous serons toujours exposés à ces coups d'État-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important de réfléchir, par exemple, un militaire qui voudrait accéder, qui a des ambitions politiques, qu'il ôte la tenue et reste civil? Mais c'est prévu. Mais c'est la procédure. C'est la prévu. Christian, moi j'ai formation. Oui, les armées, l'armée d'élite. L'armée d'élite. Si vous avez constaté, c'est Blaise Compaoré qui avait commencé par ça. La formation d'une armée élite, il a été victime de cela. Partout, on parle des forces spéciales. Regardez, on dépose des présidents. Donc, l'armée a pris le goût de rester dans les palais. Donc, le problème de sécurité, le problème des djihadistes, c'est pas leur affaire. Maintenant, c'est comment accéder au pouvoir et s'enrichir en un laps de temps. Ces militaires qui viennent, on a vu au Burkina, Paul Ami Damiba, je ne sais pas comment là, c'est lui qui a déposé Kaboré. Daniba.
Il avait promis la sécurité. Est-ce qu'il a pu rétablir la sécurité, lutter contre les djihadistes? Mais lui aussi, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, lui aussi qui est venu, rien absolument. En Guinée ici, on nous disait qu'on va échouer les larmes des populations, ainsi de suite. Pas de recyclage. On voit la même chose au Mali avec Assimi Goïta. C'est la même chose. On a quand même de l'amélioration. Juste une précision importante. Vous parliez tout à l'heure de l'adhésion des populations. Au fait, ce n'est pas nouveau. Partout, il y a un coup d'État. Il y a ce qu'on appelle la liesse populaire. Il faut comprendre ce qu'on appelle la psychologie des foules. Aussitôt qu'il y a un problème, quand il y a un nouveau leader, on voit en ce leader la solution du problème. C'est une lueur d'espoir en fait. C'est de l'espoir, ça sonne. Donc c'est pas nouveau. Ça a été l'existant effectivement. Justement, c'est pas nouveau. En matière de psychologie des foules, africaine. En matière de psychologie des foules, c'est comme ça. On dit souvent, Hitler disait, les foules sont sans intelligence. On les manipule avec les émotions. Quand vous prenez même un concert, tout le monde est là, vous dites est-ce que vous êtes là, tout le monde réagit. Quand vous êtes en mouvement de foule, la foule suit le même mouvement en fait. Il y a une tendance, on suit. Le même président qui avait été décrié, laisse-moi finir s'il te plaît, le même président qui avait été décrié. Il faut quand même avoir un regard sociologique sur la question. Justement, il faut se renseigner sur la psychologie des foules, c'est très important. Le même président Alpha Condé qu'on décriait, si vous avez regardé bien les vidéos quand on a déposé Alpha Condé, quand la foule sortait et qui quittait Kaloum, il regardait derrière lui. Où sont ces personnes? Les mêmes gens de Kaloum qui m'acclamaient chaque matin. Où sont ces mêmes gens de Kaloum qui étaient là, qui battaient le tam-tam, qui criaient Alpha, Alpha? On a vu tous ces présidents. Regardez les derniers passages de Alpha Condé avant qu'on le dépose. On est quand même d'accord que c'est l'intérêt qui... Justement, c'est là où je suis en train de suivre. Il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. C'est là où je suis en train d'en venir. Justement, c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer maintenant. C'est là où je suis en train d'en venir. J'essaye de vous expliquer pourquoi les foules sont tout le temps en liesse. Ça s'explique psychologiquement. Donc le même Alpha Condé qui était adulé par les mêmes populations, au lendemain du 5 septembre, vous avez l'impression que Alpha Condé n'avait jamais eu de partisans. Pourtant, c'était les mêmes populations qui l'acclamaient. Il avait quand même de la cote de popularité. Et partout, il y a un président, c'est le même slogan, prési, on scande, et après on se lasse. Aujourd'hui, les mêmes Guinéens qui ont applaudi Mamadi Doumbouya, beaucoup se sont lassés. Il y aura un autre peut-être qui viendra. Les mêmes vont l'applaudir aussi. C'est comme ça avec les foules. Il suffit de justifier par un problème et tout le monde prend ce problème comme une cause commune. Il suffit que le problème soit partagé avec tout le monde. Et c'est comme ça les coups d'État se justifient. Et tout le monde la situation au Niger est un vrai test pour le président nigérian. Perpétuel incompris. Nous aurons l'opportunité de parler de la construction et la mise en place des forces d'élite, les forces spéciales pour certains pays, mais on a aussi l'opportunité de décrypter un peu la psychologie de la foule. Certainement demain, on va voir des